Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, content de vous retrouver ce soir avec, comme d'habitude, bien sûr, monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de Bah, se retrouver. le plaisir est partagé. Merci, monsieur Cohen, encore une fois pour votre disponibilité. Les amis, je vous invite, comme d'habitude, à partager et tapoter un maximum. Pour interagir, je vais vous mettre le lien et on va commencer sans plus tarder, monsieur Cohen, Oui, euh, sur le sujet du plan proposé par le ministre Barkat, hein, un plan tribal, une excellente alternative à un État palestinien. exactement. Euh, donc, en fait, c'est pas. Bon, enfin, le plan, je vais vous le détailler un peu, si vous voulez. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un État, vous savez, toute l'action de l'État sioniste, depuis les accords d'Oslo, ça a été comment ne pas comment éviter tout ce qui pourrait entraîner un État en termes juridiques, hein, en termes étatiques. Voilà. Vous savez, j'ai écrit un roman qui s'appelle Dieu ne repasse pas à Bethléem, en vers 2009-2010. Et l'objet du roman, c'était l'arnaque des accords d'Oslo. Et à l'époque, le régime sioniste avait prévu de construire une zone économique euh, du côté de Ramallah. Bon. Et on avait parlé vraiment de quelque chose d'important. Et j'ai essayé de démontrer, vous savez, moi j'aime bien écrire je fais des récits romanesques, montrer comment cette zone économique, et d'ailleurs c'était déclaré par Avigdor Lieberman, qui était le ministre d'économie, en fait c'était pour détourner les Palestiniens d'un État. Ça veut dire en leur donnant des avantages économiques certains, ils allaient s'en contenter. Voilà. Et donc, aujourd'hui, bon, évidemment, la zone économique a été oubliée. Et aujourd'hui, on ressort un plan qui est celui d'organiser les Palestiniens en tribus. Pourquoi les tribus? C'est important parce que un État, c'est quand même moderne. Et un État, il repose sur des institutions. Il y a un parlement, il y a un gouvernement, il y a des ministres, et les ministres s'occupent de thèmes importants, l'éducation, la justice, l'intérieur, l'économie, la finance, etc. Or, une tribu, c'est quoi? Ben, une tribu, il y a un chef, le chef, qui a une espèce de droit divin, une espèce d'autorité incontestée sur les membres de la tribu, qui, ont, qui assimilent l'autorité du chef. C'est ça la tribu. Et il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'organisation économique. Il y a le chef qui dicte, il y a peut-être un conseil des sages qui l'entoure, mais on revient à des formes d'organisation administrative et politique qui datent presque du prophète Mohammed. Voilà. En tout cas, c'était l'organisation tribale, c'était bien avant l'arrivée du colonialisme britannique, de Napoléon, etc. Et, et il y a déjà, par exemple, en Israël, il y a trois grandes minorités non juives. Il y a bon, la minorité arabe d'origine palestinienne qui, elle, n'est pas organisée en tant que telle, c'est-à-dire en tant que minorité. Elle est dispersée, enfin, elle est concentrée dans le nord d'Israël, dans ce qu'on appelle la Galilée. Il y a quelques villes mixtes, mais il y a surtout des villes entièrement palestiniennes qui sont quasiment contenues, enfermées dans un espace restreint et qui vivent sous la surveillance du ministère israélien de l'Intérieur. Je ne sais pas si enfin, quelqu'un a vu ce film. Vous savez, par les films, on peut apprendre des choses intéressantes.
sur le fonctionnement de la société israélienne. Par exemple, il y avait je ne me souviens pas du titre malheureusement, où il y avait cet enseignant palestinien, mais qui avait une espèce de correspondant israélien juif, c'est-à-dire quelqu'un qui était présenté comme le conseiller ou comment dire, le collaborateur. Mais en fait, j'ai appris, d'ailleurs, moi j'ai appris ça, hein, il était plus ou moins le surveillant. Voilà. Et donc, ils étaient dans un rapport de dominant-dominé. Et quand j'ai lu les romans de Kashoua, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, Les Arabes dans Souci, etc., il y a ce rapport où, quand il y a, par exemple, un enseignant ou quand il y a un journaliste arabe, israélien, il a une espèce de correspondant qui le contrôle. Évidemment, qui dit, il le conseille, mais en fait, qui le contrôle. Et en dehors des Arabes, il y a deux grandes populations assez importantes, puisqu'elles doivent représenter, enfin pas trop, mais quand même 1 ou 2% de la population globale chacune, qui sont les Druzes et les Bédouins. Les Druzes et les Bédouins ont cette particularité de faire le service militaire. Et donc, ce sont des tribus quasiment annexées, contrôlées par les Israéliens. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent bien. Les pauvres Bédouins, la plupart de leurs villages ne sont pas reconnus. Ça veut dire quoi, ne sont pas reconnus? Alors, les sionistes ont inventé ce système qui est fantastique. C'est-à-dire que quand une localité les gêne parce qu'ils occupent un terrain, etc., ils disent c'est une localité non reconnue. Donc, on n'est pas obligé de leur fournir l'électricité, d'ouvrir des écoles. Et donc, ils sont là, voilà, jusqu'à leur prochaine expulsion. Par contre, ils font service militaire. Et les Druzes aussi font le service militaire. Et ils sont organisés en tribus. C'est-à-dire qu'on a un chef qui dirige. Et en fait, l'intérêt de la tribu, c'est quoi? C'est que le chef, ou disons, ou le conseil des sages, ou le chef, il dépend directement d'un ministre israélien. Et donc, qui reçoit ses instructions, etc. Et donc, ça empêche toute expression nationale ou nationaliste ou identitaire. Certes, on leur permet de garder cette identité druze ou bédouine, mais ça ne va pas très loin. Et donc, le gouvernement israélien se dit, pourquoi pas ne pas appliquer ce système, parce que chez les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, il y a des réminiscences tribales. Bien sûr, ces populations-là se sont, comment dire, se sont libérées de cette organisation tribale, parce qu'une organisation tribale exige qu'on soit regroupé autour d'un village, parce qu'il y a des structures agricoles, artisanales, etc. Et donc, beaucoup de Palestiniens de Cisjordanie vivent dans des grandes villes, de même à Gaza. Mais les Israéliens vont essayer de rétablir un système tribal qui sera à leur disposition, bien sûr, parce que quand un chef tribal va être désigné ou reconnu par l'autorité israélienne, il va se soumettre. De toute façon, déjà les Arabes en général, les Palestiniens, enfin ceux qui dirigent, n'ont pas une grande envie de résister. Alors imaginez un chef tribal. En général, c'est plutôt quelqu'un de conservateur qui est imbu de sa personne et qui a envie d'être obéi, et donc il va se reposer sur la force israélienne. Et il y a déjà une tribu à Hébron, que les Palestiniens appellent Al-Khalil, je crois, hein, et cette tribu qui est déjà
sur place, enfin, et qui est reconnue par Israël. Et cette tribu a déjà accepté de se soumettre à l'autorité israélienne, de vivre en paix avec Israël et d'entrer dans un processus de normalisation. Et vous savez, en général, quand les sionistes disent qu'ils vont faire quelque chose, on peut leur faire confiance, ils vont le faire. Voilà. Et donc, probablement, ils vont essayer de détruire ce qu'il y a de structure. À Gaza, d'ailleurs, ils ont déjà commencé. Ils ont trouvé, pas des tribus, mais il y a des tribus avec lesquelles ils sont en contact, mais aussi des gangs, des mafias locales à qui ils donnent des armes, etc., pour combattre le Hamas. Et donc, en fait, on va assister probablement dans les mois qui viennent à une explosion de petites formes tribales qui seront à la merci de l'autorité sioniste. Et comme ça, on ne parlera plus d'un État palestinien, où même l'autorité palestinienne sera vidée de son sens, de son sang, de son sens et de sa substance. Voilà. Et donc, attendez-vous que prochainement, on parlera. Enfin, si vous faites attention, parce qu'en général, ce genre d'informations, il faut vraiment les chercher, notamment sur les Bédouins, et les Druzes, etc., sur la tribu de Hébron. Et donc, voilà à peu près le schéma vers lequel on se dirige, d'autant plus que l'occupant sioniste veut construire 3 000 ou 4 000 logements dans une zone qui s'appelle E1, et c'est l'émoi dans les chancelleries occidentales et à l'ONU, parce qu'elle couperait la Cisjordanie définitivement en deux. Et ils disent que ça serait l'enterrement de la solution à deux États, comme si la solution à deux États avait quelque chance d'exister depuis 30 ans. Enfin, c'est une comédie, c'est la comédie qui continue. Voilà, s'il y a des questions, Wally. Ouais, Monsieur Cohen, suivant l'article que vous m'avez envoyé, alors il supposerait le soutien américain et ça ferait basculer la donne justement. Oui, mais de toutes les façons, même les Européens seraient d'accord, même les Égyptiens seraient d'accord, les Saoudiens seraient d'accord. Vous savez, euh, les Arabes, enfin les pays arabes, les régimes arabes, ils parlent beaucoup de Palestine, mais la Palestine, à partir des années 70, c'était devenu une épine dans leur pied, parce que ça les gênait, voilà. Il fallait s'en occuper, il fallait déclarer la solidarité, etc. Et donc, bon, en dehors de leurs des déclarations pompeuses, comme d'habitude, ils ne lèvent pas le petit doigt pour aider vraiment à la réalisation d'un État, d'un vrai État. Voilà. Et donc, les pays arabes se contenteraient, ça les arrangerait. Finalement, les régimes arabes, hein, pas les peuples, ça les arrangerait qu'il y ait ce système tribal. Parce qu'en fait, les régimes arabes, pourquoi la Palestine les gênait? Parce qu'elle était le ferment d'une révolution. C'est ça le truc. Il faut comprendre que les régimes arabes, tout ce qui est révolutionnaire les gêne. Voilà. Et donc, la révolution palestinienne avait le ferment d'une révolution populaire, d'une révolution contre les régimes établis, etc. Et ça les embêtait. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas aimé avoir ce ferment révolutionnaire chez eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des régimes arabes avaient, dès 1973, interdit les regroupements, enfin les groupes de contestation ou de résistance palestinienne sur leur territoire, et ils les ont envoyés au Liban. Ce sont les accords de Taïf.
Et le pauvre Liban n'avait rien pu faire parce que c'était l'État le plus faible. Donc on lui a dit, écoute, tu acceptes tous les rebuts palestiniens et qui se démerdent chez vous. Voilà. Mais nous, on ne veut pas les voir. Et donc en fait, les régimes arabes, malgré leur rhétorique, ils seraient très contents, l'Europe aussi, qu'on retournerait à une forme tribale, d'ailleurs qui pourrait être assez folklorique, hein, finalement. Les touristes occidentaux pourraient venir photographier les mœurs tribales des Palestiniens qui danseront pour eux, etc. Voilà. Voilà, donc les Américains ont validé hein, ce plan proposé hein, à la suite d'une rencontre au Congrès américain. Oui. Et en fait, on a l'impression que ça tombe à pic, cette histoire-là. Ah, tout à fait, oui, oui. Parce qu'en fait, ce qui gênait, en fait, c'est toujours cette histoire d'État. Voilà, parce qu'on avait beau tourner la question dans tous les sens, il y a quand même un État. Bon, il y a un État quand même. Enfin, il y a des structures étatiques. Il y a une entité étatique en Il y a une autorité palestinienne. qui a quand même des formes étatiques. Il y a des ministères, il y a un président, il y a des parlements, etc. Or, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tribu, ça a cet avantage qu'on retourne à des formes d'il y a 202 siècles. Voilà. Et donc, il n'y a pas la modernité, il n'y a pas de ministère. Il y a un chef qui recevra ses instructions du ministre sioniste et qui l'appliquera, qui distribuera les enveloppes, les privilèges, etc., et qui sera tout à fait soumis et sans aucune visée nationaliste. Et donc, clairement, l'autorité palestinienne aujourd'hui grince des dents. Elle n'est pas du tout satisfaite de cette. Oui, mais un jour, elle finira peut-être. Si par exemple, mettons, si je ne connais pas vraiment l'état d'avancement de la tribu de Hébron, il faudrait que je me renseigne, mais je sais qu'il y a une tribu avec laquelle les autorités sionistes négocient la coexistence, etc. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville de Hébron et sa région échapperont à l'autorité palestinienne. Voilà. Et donc l'autorité palestinienne sera amputée de cette région-là. Et s'ils arrivent à le faire à Naplouse, dans d'autres villes, etc., eh ben, l'autorité palestinienne sera de plus en plus réduite à sa plus simple expression. C'est-à-dire, et après, on lui dira, bon, vous n'avez plus d'autorité que sur 5 ou 10% du territoire, donc on va diviser votre budget par 8, et puis après, voilà, bon, donc en fait, ils vont essayer de vider le contenu étatique de l'autorité palestinienne de sa substance. Voilà. Oui, alors le cher d'Hébron, effectivement, hein, ils ont validé ce plan, ils sont d'accord et eux, ils sont pas du tout, ils veulent carrément sortir de l'autorité palestinienne. Ils reconnaissent l'État d'Israël. Ouais. Voilà, ils veulent vivre comme une espèce de tribu sous la protection d'Israël. Voilà. Comme aujourd'hui, peut-être même qu'ils feront le service militaire, pourquoi pas. Comme aujourd'hui les Druzes et les Bédouins. Voilà. Ce sont des tribus qui acceptent l'autorité israélienne. Ils n'ont pas de représentants au Parlement, ils n'ont pas d'organisation étatique et elles sont totalement soumises, mais vraiment totalement soumises au diktat et à l'autorité centrale du gouvernement israélien, des autorités israéliennes. Voilà. D'accord. Et la bande de Gaza dans tout ça, Monsieur Cohen, Alors, moi, moi, je suis incapable, enfin, je ne vois pas pour le moment de perspective d'avenir, sauf, c'est-à-dire qu'on ira vers plus de destruction, vers plus
En fait, ce que les sionistes essaient de faire aujourd'hui, c'est de rétablir leur contrôle sur la ville de Gaza, puisque c'est probablement là où se trouve le reste de la résistance du Hamas, les principaux tunnels, etc., et renvoyer la population vers le sud et de manière à vider la zone nord, ou en tout cas le premier tiers ou la première moitié de la bande de Gaza, et en faire installer des colonies israéliennes. Parce que à terme, cette terre, toute portion de territoire de Gaza qui sera vidée, recevra probablement des colons israéliens. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, sans compter que le gouvernement israélien continue à chercher des pays pour accueillir des réfugiés, les Gazaouis. Voilà. À mon avis, ils arriveront d'une façon ou d'une autre. De toutes les façons, les structures sont telles à Gaza que la population, même si la guerre s'arrête, cette population est destinée presque à crever à petit feu. Voilà. Parce que les Israéliens continueront à détenir les clés du camp de concentration, donc continueront à interdire toute entrée de matériaux de construction, de produits de sanitaires, enfin, ou alors au compte-gouttes. Voilà. Donc, de manière à rendre cette population très vulnérable et à la pousser, au départ par n'importe quel moyen. Alors, Monsieur Cohen, vous avez la salutation de Monsieur Sadou Ibrahim Magagui qui vous souhaite donc le bonsoir du Burkina Faso. Eh bien, je le salue et je salue l'évolution de son pays et tous les efforts qu'ils font. Bravo, bravo à eux, les 3 pays de l'AES. Je suis cela d'assez près. C'est important que l'Afrique aussi montre la voie de l'anti-impérialisme et de l'indépendance. Alors justement, il avait une question. Oui. Selon vous, que peuvent faire les États africains pour aider la Palestine? En fait, pas grand-chose malheureusement. Voilà. C'est-à-dire, il pourrait, à mon avis, il pourrait l'aider indirectement. Par exemple, l'Afrique possède, l'Union africaine a 50 États, à peu près, ou 51. Bon, 54. 54, pardon, voilà, 54. Mettons par exemple, moi, vous savez, on peut toucher Israël de manière sans faire la guerre, sans se lancer dans un combat économique. Mettons par exemple, voilà, les pays africains, il y a l'organisation du football mondial, par exemple. Enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui. Voilà. Bon. Les pays africains pourraient, par exemple, proposer qu'Israël soit suspendu pendant 1 an. Par exemple, ce n'est pas grand-chose. Mais s'il y a 54 votes, ou même 50 votes en faveur de cette résolution, plus d'autres pays d'Amérique latine, etc., voilà une façon d'aider la Palestine. Vous savez, il faut pas. Les gens croient qu'il faut se lancer dans une guerre totale contre Israël, ou un boycott, etc. Mais c'est pas vrai. Des petites mesures comme ça font très mal aux Israéliens, très très mal. Et ça, je pense que c'est assez facile de l'obtenir parce qu'il y a énormément de pays. Une suspension d'1 an, ça n'aura pas comment dire, beaucoup de pays européens, d'Amérique latine, etc., n'auront pas comment dire, la notion d'un rejet total d'Israël, mais juste un avertissement. Voilà. Mais ça touchera énormément Israël si ce pays est suspendu 1 an. Et ça, c'est à la portée, à mon avis. C'est-à-dire il faut faire des choses qui sont à la portée aussi. Il ne faut pas se lancer dans des trucs dont le résultat est improbable ou vain. C'est-à-dire, par exemple, proposer une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies, pour moi, ce n'est pas la peine. Voilà. C'est une perte de temps. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Par contre,
suspendre Israël d'une compétition sportive, suspendre Israël d'une compétition artistique, suspendre Israël, par exemple, d'une organisation d'une foire mondiale, etc., d'un salon du livre, par exemple. Et les pays africains d'Amérique latine et de l'Asie sont suffisamment majoritaires pour obtenir cette suspension qui sera très, très durement ressentie par les Israéliens. Donc voilà, moi, vous savez, on peut vraiment combattre le suprémacisme israélien avec des petites mesures comme ça, qui font très mal. Et voilà, donc j'invite les ressortissants des pays qui veulent agir à faire preuve d'un peu d'imagination. Voilà. Très bien, merci M. Cohen pour votre réponse. Nous avons un intervenant sur TikTok. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, altitude. Bonsoir, Monsieur Cohen. Je me permets d'intervenir. J'avais une question en fait à vous poser, Monsieur Cohen. Je suis marocain comme vous et j'aurais aimé savoir si vous pensez, au vu des déclarations de Ben Gvir et d'un certain nombre de rabbins, que le Maroc va pas subir en réalité le même sort que la Palestine. Je vous remercie. Bon, d'abord, le Maroc est un pays de, corrigez-moi si je me trompe, de 35 ou 36 millions d'habitants, avec quand même des structures administratives, militaires, patronales, ouvrières, syndicales, etc. Donc, je pense quand même pas que... vous savez, on se trompe souvent. La semaine dernière, j'ai parlé du Grand Israël. Et j'avais dit que, c'est pas que les Israéliens ne le voudraient pas. Et quand même le voudraient-ils, ils n'ont pas les moyens, comment dire, de la population. Ils n'ont pas. Donc, en fait, combien ils peuvent envoyer au Maroc? 50 000 personnes. Mais, je veux dire, c'est peanuts. Et encore, il faut qu'ils les trouvent, ces 50 000. Qui a envie d'aller au Maroc? Vous savez, moi, toute ma famille est d'origine marocaine et est partie en Israël. Mais, donc, je peux parler au nom de 50 personnes ou plus. Bon. Et donc, il y a les Juifs marocains de la première génération, qui ont mon âge, et puis leurs enfants et leurs petits-enfants, la deuxième et troisième génération. Mais ces gens-là, bon, je veux dire, OK, ils font encore les plats marocains, ils écoutent un peu de la musique arabe pendant les mariages, mais si vous leur dites retourner au Maroc, ils n'en ont absolument pas envie, je vous assure, et ils n'ont aucune envie d'y retourner. Donc, où Israël va trouver, parce que bon, il faut des volontaires. Israël ne peut pas dire aux gens, bon, allez là-bas, etc. Et donc, où est-ce qu'ils vont trouver des volontaires pour, bon, peut-être il y aurait, éventuellement, on a parlé d'une superficie particulière qui serait accordée à des Israéliens pour une exploitation agricole, etc. Mais même là, ça serait peut-être 500 personnes, 1000 personnes, mais pas plus que ça. Donc en fait, le fait pour Israël d'avaler le Maroc comme un peu l'image que vous me proposez pour faire un parallèle avec la Palestine me paraît vraiment, enfin, c'est irréel, voilà, c'est irréel. D'autant plus que le jour où la population marocaine, vous savez, les peuples, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils se soulèvent, ni comment ils se soulèvent. Et donc, s'il y a une somme de frustration chez les Marocains, il y a une somme de frustration qui ne sont pas liées avec Israël, mais qui sont liées à leur vie de tous les jours. Ça veut dire les inégalités flagrantes, les problèmes de santé, de justice, d'éducation, etc. Le jour où ces populations-là, moi j'ai vécu 2 étincelles révolutionnaires au Maroc, en 65 et 84, j'étais là-bas. Donc, s'il y a une étincelle et qu'il y a une population israélienne, d'origine israélienne quelque part, je vous assure qu'elle sera liquidée assez rapidement. Donc, je ne vois pas vraiment enfin, je ne partage pas votre
enfin, votre vision, Alors, disons. Monsieur Cohen, juste pour préciser, Armé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des déclarations de Ben Gvir, là, parce que tu as évoqué les déclarations de Ben Gvir. Ben Gvir, par exemple, en fait, les déclarations dont je parlais, par exemple, il y a Ben Gvir qui a dit que leur terre, leur véritable terre promise, en réalité, était le Maroc. Et tu as tout un tas de rabbins qui disent que, en cas de problème en Palestine occupée, du coup, le Maroc sera un formidable refuge. Et de surcroît, tu as les déclarations de Hassan II qui explique devant un parterre de juifs, enfin, je ne sais pas si c'est des sionistes ou des juifs, et qui leur explique qu'en réalité qu'ils étaient au Maroc avant les Arabes, quoi. Et ce genre de déclaration, en réalité, moi, elle me fait, enfin, tout me porte à croire, à moi en tout cas, que voilà, il y a un plan, il y a un programme en fait qui est. Et de surcroît, on observe, bon après je vais pas aller dans tous les sens, mais on observe aussi l'expulsion et l'expropriation de pas mal de Marocains. Donc tout ça mis bout à bout, moi, me fait penser que voilà, il y a un programme, il y a un projet de s'accaparer la chose. Ok, merci. Je vais répondre très vite, moi, personnellement, voilà. D'abord, il ne faut pas toujours attribuer à ces rabbins qui font des déclarations une portée que ça n'a pas, que cela n'a pas, voilà. Moi, je sais un peu comment ça fonctionne. Bon, les rabbins devant une caméra de télévision, ils déblatèrent et voilà. Donc, moi, personnellement, je ne crois pas du tout à un retour massif, même pas 10 000. Je ne vois pas 10 000 Israéliens prendre leur bagage et aller au Maroc. Donc, c'est quoi 10 000? Donc, en fait, je ne crois pas à cette vision. Ces déclarations, pour moi, si elles ont été faites, elles n'ont aucune espèce d'importance, ni aucune portée réelle, pour moi en tout cas, voilà. Et donc, il n'y a rien à craindre de ce côté-là, voilà. Et même, bon, c'est vrai qu'il y a une emprise, mais une emprise sur le haut, une emprise sioniste au niveau de l'économie, au niveau du militaire, au niveau de l'idéologie, mais ça reste parce que le régime l'accepte aussi. Donc, encore une fois, un changement peut se faire. Hein. C'est pas exclu. Hein. Bon, j'ai pas envie, enfin bon, j'ai pas à faire des spéculations, mais un changement peut se faire. Et donc, moi, je ne crois pas à ces projections pessimistes. Voilà. Ok, merci, Monsieur Cohen. Il y avait une question de Sarah, fidèle Sarah, habituée au chat privé. Je vais la lire, Monsieur Cohen. Donc, Burkina Faso, transition OCGFT au Burkina Faso avec la transition de l'OCGFC en cours. Une nouvelle réalité se dessine. Normalement, les néo-conservateurs auraient cherché à briser un tel mouvement, mais la Chine et la Russie sont désormais présentes. Comment voyez-vous l'évolution de cette situation, basculement vers le Sud global? Les pays de l'OCGFC semblent accompagnés dans leur transition. Pourquoi l'Occident ne cherche-t-il pas davantage à empêcher ce basculement vers le Sud global? Alors, ce qui est arrivé, bon, ça a commencé, si je ne me trompe pas, par le Mali ou le Burkina Faso, un des deux, et le Niger a été le dernier. Et ils ont créé l'AES. Et vraiment, enfin en tout cas depuis 2 ans que ça existe, c'est une marche en avant sérieuse, disciplinée, vers la récupération des matières premières, vers l'indépendance. Ils pensent même se libérer de la monnaie imposée par la France, le franc CFA. Je crois savoir que le Tchad, ça serait colossal, énorme, que le Tchad, qui était la chasse gardée de la France, va rejoindre l'AES. Donc, c'est un mouvement qui est sans compter que l'action de la Russie, par exemple en Centrafrique, les pressions sur comment il s'appelle déjà, le Bénin. Et donc, il y a un mouvement, il y a un basculement qui est vécu en Afrique et surtout l'échec, parce que quand le Niger a fait enfin, quand il y a eu
ce que les Occidentaux appellent le coup d'État, moi ce que j'appelle un mouvement de libération nationale contre l'impérialisme, il y a eu la CEDEAO, je crois, voilà, ça s'appelle comme ça. C'est une organisation de 10 ou 15 États africains et qui a tenté de mettre au pas le Niger. Même qu'ils avaient prévu un envoi d'une expédition militaire qui était prête d'ailleurs à aller mettre au pas, renverser la junte. Et ça n'a pas marché. Enfin, en tout cas, il y a eu les deux autres pays, Burkina, etc., et le Mali se sont dit solidaires. Et donc, la CEDEAO est en train de perdre de sa crédibilité, de son unité, etc. Et apparemment, en tout cas, ce mouvement d'indépendance, d'anti-impérialisme, est en train de se renforcer. Je vous ai dit que le Tchad est sur le point d'adhérer, en tout cas, c'est ce que j'ai compris il y a quelques jours. Et par exemple, même le Sénégal qui est assis sur deux chaises, il est obligé, par exemple, il a demandé à la France de quitter les bases militaires. Donc, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, il y a un mouvement vers la sortie de la France-Afrique, de la dépendance. Il est possible qu'il sorte aussi du franc CFA, de la récupération des matières premières, et vraiment, c'est véritablement un mouvement historique colossal, fantastique. C'est la première fois depuis 60 ans d'indépendance, entre guillemets, des pays africains qui n'étaient pas vraiment indépendants. C'était vraiment des pays qui étaient soumis à Paris, à Londres, etc. Et maintenant, et puis il y a la Russie, la Chine, la Turquie, qui aident ces pays-là et qui trouvent des débouchés, notamment par exemple l'or et l'uranium, etc. Et nous vivons véritablement une évolution historique fantastique de libération du continent africain de l'emprise occidentale. Alors, il y avait une autre question. Israël a longtemps été considéré comme le chien de garde des intérêts américains au Moyen-Orient, mais depuis que les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de pétrole et qu'Israël n'apporte aucun avantage en ressources, ne devient-il pas plutôt un fardeau? Voyez-vous un repositionnement américain? Alors, il y a d'abord une chose que je devrais mentionner pour compléter la question de Sarah, c'est qu'il y a une emprise réelle. Vous savez, c'est comme une mafia judéo-sioniste qui étrangle le pouvoir américain. Enfin, je ne sais pas si vous suivez, si vous pouvez suivre les sites américains, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Vous savez, par exemple, il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, il y avait le chef de la cybersécurité proche de Netanyahou. Il était à Las Vegas. Et il a voulu entrer en contact avec une mineure pour avoir des relations sexuelles. Manque de peau, c'était quelqu'un du FBI qui l'a piégé. Quand le FBI a vu le type que c'était, le procureur de Las Vegas, qui est une femme née en Israël d'origine, donc israélienne d'origine, ils ont tout de suite renvoyé le délinquant en Israël, sans le détenir, sans lui retirer le passeport, sans le juger, etc. Et cette affaire est en train de bouleverser l'Amérique. Bon, c'est fantastique. Il se passe des choses aujourd'hui sur l'emprise, vraiment l'emprise par exemple, il y a un site qui a 6 millions d'abonnés, de Young Turks, qui appelle, vous savez, comment il s'appelle ce sénateur très, très anti-russe, pro-ukrainien, pro-israélien, etc. Bon, le nom m'échappe comme ça. Il le surnomme le sénateur de Tel Aviv.
Et il y a vraiment un bouleversement extraordinaire qui est en train de se produire. Donc, à mon avis, si ça continue comme ça, malgré l'emprise, par exemple, il y a une dame qui a écrit, c'est pas une sénatrice, une députée dans la Chambre des représentants. Elle vient de publier un livre. Elle passe sur les chaînes américaines, peut-être pas sur CNN, mais en tout cas, elle passe sur ces sites qui, je vous dis, ont en moyenne 5-6 millions d'abonnés chacune, hein, où elle raconte comment elle a été harcelée par l'AIPAC, menacée par l'AIPAC. Enfin, c'est juste hallucinant le déballage du pouvoir judéo-sioniste qui est en train d'apparaître aux États-Unis. Mais il n'empêche, aujourd'hui, c'est encore le cas, mais peut-être ça ne restera pas longtemps. Donc, en fait, à mon avis, la solution à la question de Sarah viendra de ce bras de fer qui est entre le pouvoir judéo-sioniste qui est de plus en plus sur la sellette, qui est de plus en plus menacé, parce que, vous savez, ces sites, ils traitent les sénateurs et les représentants, mais il faut les voir comment ils les traitent de pantins j'allais dire du CRIF, des pantins de l'AIPAC, des pantins de Tel Aviv, etc. Il y a un site qui s'est créé qui s'appelle Track AIPAC, ça veut dire traquer l'AIPAC. Et ils ont publié une photo, d'ailleurs que j'ai publiée sur mon Telegram. Il y a une délégation qui est partie en Israël il y a une semaine ou deux, de parlementaires, et dirigée par le président de la Chambre des représentants. Et ils ont publié cette photo avec une quinzaine ou vingtaine, et sur la photo, il y a la somme qu'ils ont reçue de l'AIPAC. Donc imaginez, enfin, vraiment, il y a des choses qui se passent aux États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc je me demande, franchement, si les jours de l'AIPAC ne sont pas comptés. Et à ce moment-là, c'est vrai que, vous savez, par exemple, je ne sais pas ce que je l'ai raconté ici, le soutien à Israël prend des proportions absolument dingues. Et je pense que c'est le signe que le lobby judéo-sioniste, il sent la panique, il est en panique. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé à Trump, parce que Trump n'aurait pas pu le faire tout seul. Trump a déclaré, il y a une semaine ou deux, que s'il y a une catastrophe naturelle dans une ville ou un État américain, et si cette ville, ou c'était en général, il y a des subventions fédérales pour venir en aide à la ville ou un État qui subit, par exemple, une inondation, un incendie, un tremblement de terre, etc. Et Trump a dit que si la ville en question ou l'État en question a pris des mesures contre le commerce avec des sociétés israéliennes, eh bien, cette ville ou cet État ne recevront pas les réserves fédérales. Écoutez, il y a eu une telle levée de boucliers qu'au bout de 2-3 jours, je vous assure, au bout de 2-3 jours, il y a eu un démenti de l'institution, la queue entre les jambes. Ils ont dit non, 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 pas du tout, jamais, etc. Tellement il y a eu des protestations, etc. Donc le vent est en train de tourner. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça ? Parce que, en fait, si la politique américaine vis-à-vis d'Israël est ce qu'elle est, c'est-à-dire l'argent à flot par dizaines de milliards, les armements, le soutien diplomatique, etc., c'est parce que le gouvernement, il est entre les mains du lobby judéo-sioniste. Mais si le Congrès et le gouvernement ne sont plus entre les mains du lobby, Israël pourra être lâché. Donc, il n'y a aucune raison que ça continue. Et donc, moi, je pense que je fais attention, je surveille cette évolution. Et il est possible, moi, je pense en tout cas que Israël aura de moins en moins le carte blanche comme il le fait jusqu'à présent, où il impose sa volonté, son diktat. Je dirais même il impose son diktat. Je crois qu'il aura de moins en moins les mains libres aux États-Unis. Et ça peut changer, et ça changera par conséquent
sur les relations qu'il a avec Israël. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. Alors, moi j'ai une question, c'est concernant l'évolution de la situation après la rencontre en Alaska hein, entre Poutine, Trump, Oui. pour essayer de trouver une solution pour arrêter la guerre entre deux puissances, la Russie et l'Ukraine, pardon. Moi, j'aimerais comprendre comment se fait-il qu'on daigne vouloir absolument trouver une solution pour stopper la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qu'on daigne pas trouver une solution pour des Gazaouis qui sont affamés et qui subissent clairement un génocide à ciel ouvert. Est-ce que vous avez une explication à cela? Oui, il y a une explication à ça. Enfin, c'est que en Ukraine, c'est quoi le problème de l'Ukraine? C'est que l'OTAN, l'Occident, l'Amérique, a vu dans l'Ukraine un moyen de saigner la Russie, c'est-à-dire de lui faire une guerre de 5 ans, 10 ans, de manière à la saigner, voilà, de manière à l'affaiblir, de manière à la diviser et de manière aussi, il ne supporte pas Poutine. L'Occident ne supporte pas ce dirigeant nationaliste qui a redressé la Russie. Et donc, de manière à obtenir un changement de régime. Or, l'Occident, il voit que ça ne marche pas. Bon, on a essayé les sanctions, on a essayé la guerre, et au lieu de l'affaiblir, la Russie est sortie renforcée. Et non seulement renforcée, mais elle a trouvé des alliés. La Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Et donc, on se dit, bon, l'Amérique, enfin, Trump se dit, il vaut mieux arrêter les frais. Vous savez, Trump n'est pas un pacifiste comme on le pense. C'est un Yankee. Ça veut dire quoi pour moi, Yankee? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi dans l'idée que l'Amérique doit dominer le monde. Voilà. Et donc, s'il recule ici, c'est pas parce qu'il se dit la guerre, c'est pas bien, il faut trouver un arrangement. Pas du tout. C'est parce qu'il réalise que, bon, les sanctions et la guerre n'ont pas marché, on va essayer d'amadouer Poutine, de lui présenter des bonbons comme ça pour l'amadouer, pour essayer de l'attirer hors de la Chine, etc. Et en fait, bon, c'est une technique, c'est une tactique comme une autre. Et donc, il y a un intérêt à arrêter la guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un intérêt. C'est-à-dire que l'Occident, il perd des dizaines de milliards par mois dans cette affaire. Il perd sa crédibilité, le dollar se casse la gueule, les économies occidentales se cassent la gueule. Donc, il y a un intérêt à arrêter. Gaza, il n'y a aucun intérêt à arrêter. Bon, il y a une population, mais enfin, c'est bon. Pour les États, qui sont, je répète, des monstres froids, c'est pas une urgence. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, mais la mort de dizaines de milliers de civils innocents n'est pas une urgence pour les États. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, il y a une question là dans le chat, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un accord entre Trump et Poutine concernant l'Ukraine et le Venezuela? Alors, le Venezuela, je ne sais pas, mais sur l'Ukraine, enfin, en tout cas, je pense qu'on s'achemine vers un accord. Vous savez, si Trump l'avait voulu, il aurait pu régler le problème dès le premier jour de son entrée à la Maison-Blanche. Il y avait deux choses à dire. Voilà, deux choses. C'est pas colossal. Hein. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Les territoires russes resteront russes. Voilà. Il suffisait de dire ces deux choses et la guerre s'arrêtait. Mais il ne pouvait pas le dire parce qu'il ne peut pas reconnaître une défaite. Donc, il a louvoyé. Il a tenté d'amadouer, des menaces, etc. Par exemple, enfin, si Trump avait des velléités pacifiques, franchement, est-ce qu'il aurait menacé l'Inde parce que l'Inde importe du pétrole russe? Enfin, c'est quand même hallucinant que le président des États-Unis menace l'Inde parce qu'elle achète du pétrole russe. Mais il se prend pour qui, Trump? Ben justement, il se prend pour un Yankee qui impose sa volonté au reste du monde.
Malheureusement pour lui, et le monde n'est plus ce qu'il était il y a 30 ans. Voilà. L'Inde aujourd'hui a fait un droit d'honneur à Trump. Elle a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Russie. Modi va aller en Chine, ou c'est le contraire, je ne me souviens plus. Donc, les BRICS sont en train de resserrer leur alliance. Ils oublient leurs différends. Ils veulent aller de l'avant et ils ne se laissent pas faire. Et donc, Trump, il est mal tombé. Il est tombé dans une période où ses menaces, c'est du vent. Il a essayé de menacer, par exemple, mais regardez la posture impérialiste de Trump. Il y a l'ancien président brésilien est jugé pour complot contre l'État, Bolsonaro. Bon, c'est une affaire interne. Il a dit Bolsonaro est mon ami, comme il est jugé au Brésil, j'augmente les droits de douane de 50%. Mais Lula, le président Lula, il lui a dit, passez-moi l'expression fuck you, mais allez vous faire foutre. Mais il lui a dit, allez vous faire foutre. Enfin, peut-être pas de cette façon-là, mais presque. Et donc, Trump réalise que l'Amérique n'est plus, elle ne dicte plus la loi. Et il est obligé, enfin, de tout, il ne peut pas faire autrement, mais il essaye quand même. L'animal, le loup qu'il y a en lui, il bouge encore. Je veux dire, il y a quelques jours, il a menacé l'Inde quand même, de rétorsion. Oui. Monsieur Cohen, on arrive presque au bout de l'émission. Il y a encore une ou deux questions. On va essayer d'y répondre assez rapidement. Alors, concernant le Venezuela, après la visite avec Poutine, il semblerait que les États-Unis auraient menacé d'envahir le Venezuela. Ils ont envoyé des navires de guerre au large du Venezuela. Voilà. Il y a des navires américains, et une flottille, pas mal, assez importante, qui est au large du Venezuela. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Mais il y a des menaces verbales. J'ai entendu des menaces de ministres américains qui disent que le Venezuela ne peut pas continuer comme ça, etc. Voilà. Alors, affaire à suivre. OK. Les questions de Sarah. Comment percevez-vous l'articulation entre la guerre en Ukraine et le conflit Israël-Palestine dans le cadre d'une lutte mondiale plus large pour le pouvoir? En fait, en Ukraine, ce qu'il y a, c'est que le rapport de force est plus ou moins égal, les intérêts sont énormes. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'OTAN contre la Russie avec ses alliés, on arrive à cet état de choses qu'il y a une partie qui sent qu'elle perd, c'est-à-dire la partie occidentale. Et bon, l'Europe continue malgré tout à vouloir, bon, tant pis, hein, enfin, je veux dire, on a des chefs qui veulent continuer la guerre, bon, malheureusement pour les peuples européens. Et donc, il y a des enjeux énormes. Il y a la Baltique, par exemple. Il y a des menaces sur la Baltique. Il y a des menaces sur comment dire, sur le nucléaire, etc. Donc, les grands pays qui sont impliqués ont intérêt à trouver quelque chose, ont intérêt à trouver une solution. Pas pour les beaux yeux des Ukrainiens, on s'en fiche des Ukrainiens, tout le monde s'en fiche des Ukrainiens. Mais pour arriver à un modus vivendi de manière à éviter, enfin, à diminuer les dégâts et ne pas franchir le pas de trop. Alors qu'en Israël, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que, en dehors de l'Iran, le reste du Moyen-Orient et du monde arabe, c'est pas qu'ils n'intéressent pas la Russie et la Chine, mais c'est comme si la Russie et la Chine, ils n'ont pas de billes là-dedans. Ils n'ont pas de, comment dire, comme dans les cartes, ils n'ont pas d'atouts, voilà, dans ces pays-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne vont pas entrer en guerre contre Israël, enfin, c'est impensable. Et ils sentent que les pays arabes, pratiquement tous les pays arabes, sont soumis à l'Amérique ou à l'Occident.
ou à Israël. Et donc, ils n'ont pas d'appui. L'Iran, ils peuvent l'appuyer parce que l'Iran est un pays fort, indépendant, et donc ils peuvent, la Chine et la Russie ou l'Inde peuvent s'appuyer sur l'Iran, qui est un membre des BRICS. Mais sur le reste, vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui, il est entré dans les BRICS sans entrer, puis après il est ressorti. Enfin, on ne sait pas vraiment, etc. L'Égypte, je parle des grands pays. L'Égypte, bon, il est trop dépendant des subsides américains. Donc, en fait, le monde arabe n'offre aucune prise à la Russie et la Chine, aux BRICS, pour pouvoir se reposer sur eux et peser contre l'Occident. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils laissent que Israël ait les mains libres dans cette région. Ils n'ont pas. Il y a une époque où l'URSS avait des bases ou des soutiens en Irak, en Syrie, en Égypte, etc. Là, ils auraient pu agir. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucun appui dans cette région. Et donc, eh ben, ils sont obligés de laisser les mains libres à Israël. Voilà. Tout au plus, ils peuvent abaisser les relations commerciales, industrielles, militaires qu'ils ont avec ce pays, par exemple. Ce qui commence à arriver déjà avec la Chine et Israël. Mais c'est le seul levier que ces pays ont sur Israël. Voilà. Ok, alors dernière question Oui. qui va essayer d'être court pour conclure. Oui. Donc, on observe une tendance à voir émerger des femmes comme nouvelles dirigeantes en Occident. Jacques Attali a même prédit une femme présidente en France et Sarah Knafo semble poussée par les médias dominants. Est-ce un phénomène organique ou bien un scénario accéléré et orchestré par le système? Et moi, pour compléter la question, les perspectives pour la rentrée là et les éventuelles manifestations qui sont prévues pour la rentrée. Bon, vous savez, le système, comment dire, il a une série de poupées à sa disposition. Voilà. Vous n'avez pas aimé Sarkozy, voilà Hollande. Ah, vous n'avez pas aimé Hollande, on vous en est jeune. Il n'est ni de gauche ni de droite. Bon, après, les gens sont déçus. Pourquoi pas Sarah Knafo? Pourquoi pas, je veux dire, ça ne changera rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, les peuples sont un peu, bon, sur le plan de la réflexion politique, c'est pas le top, voilà. Et donc, ils se laissent avoir. Ils aiment bien se laisser avoir aussi, hein. Il faut pas non plus exagérer. Et donc, on leur présente comment dire, la nouvelle personne comme si elle allait révolutionner les choses. Mais en fait, ça sera exactement le même schéma. Et donc, ça peut être, pour moi, ça n'a pas de sens. Que ce soit Sarah Knafo, ou Bardella, ou Retailleau, ou Darmanin. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système contrôle tous ces gens. Voilà. Et aucun ne sera élu s'il ne correspond pas aux exigences du système. Et si jamais il veut faire le malin, ils auront le moyen de le détruire d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et moi, bon, si vous me posez la question sur le 10 septembre, personnellement, je ne suis pas très optimiste. Voilà. C'est-à-dire que je pense que le peuple, il a beaucoup de mal à bouger. Le peuple français, par exemple. Je pense que ça fait longtemps qu'il aurait dû bouger, ne serait-ce que d'un point de vue électoral. On lui donne un bulletin et il continue à faire le con, à faire le mariole. Bon, tant pis. Hein. Et le 10 septembre, il y aura, à mon avis, il y aura peut-être 10 ou 20 ou 30% qui bougeront d'une façon ou d'une autre, mais ça ne bouleversera pas le système. Et il y a une raison, à mon avis, fondamentale, c'est que vous allez peut-être rigoler, enfin, je sais pas, vous allez me croire que je suis un petit peu... mais c'est vrai que parfois j'ai des idées un peu bizarres.
je pense que le peuple français n'a pas encore assez souffert. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, les 2 tiers des Français, 70%, ils vivent encore bien. Ils sont propriétaires. Ils ont 1 ou 2 voitures. Ils partent en vacances. Ils font des cadeaux aux enfants. Ils leur achètent des ordis, des téléphones portables, etc. Et ces 70%, même si la ceinture se resserre un petit peu, c'est pas assez pour qu'ils disent il faut faire péter les choses. Voilà. Et malheureusement. Donc, on n'aura pas un remake de novembre 2018. Non. Alors, à mon avis, non. Mais après, vous savez, les explosions populaires, personne ne peut les prédire, personne ne peut les prévoir, ni le moment, ni l'intensité. Vous savez, des fois, ça part d'un truc de rien du tout et ça prend. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, personne ne peut dire, mais si moi, enfin, c'est une intuition. Après, j'espère me tromper, ceci dit, mais c'est une intuition que les gens sont encore prêts à accepter pas mal de sacrifices. Voilà. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Monsieur Cohen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Un bon week-end. Bonsoir. Ciao. Voilà. Bonsoir à tous. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.